bienvenue à vous. Merci de nous retrouver pour un nouveau Journal Afrique. Voici les titres. Jacob Zuma en route pour un second mandat. En Afrique du Sud, l'ANC arrive en tête des législatives. Malgré le désenchantement, le parti de Nelson Mandela continue de dominer la vie politique. Je crois que l'enlèvement de ces jeunes filles marque le début de la fin du terrorisme au Nigeria. Le président Jonathan Goodluck veut croire à la victoire de la guerre contre Boko Haram. Plusieurs pays vont envoyer une aide pour localiser les otages de la secte islamiste. C'est un opposant déterminé au président Kabila. Nous recevons le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe. Les présidentielles de 2016, le procès de la Minova, les comptes illégaux du ministère des Finances. Ces réponses dans ce journal. Pour l'instant, le dépouillement n'a été effectué que sur 75% des bureaux de vote, mais l'ANC est quasi sûre de remporter les législatives en Afrique du Sud. Elle récolte plus de 62% des voix, mais les signes du désenchantement à l'égard du président Zuma se font malgré tout sentir lors de Matos. Des unes élogieuses ce jeudi matin pour décrire la journée électorale de mercredi. Les Sud-Africains se sont mobilisés en masse, plus de 70% de participation. Et mis à part 2 incidents isolés, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Je suis très satisfait car dans certaines zones que nous avions identifiées comme sensibles, les bureaux ont fermé sans encombre mercredi soir et le décompte se passe bien là-bas. En milieu de journée, sur plus de 60% des bureaux de vote, les premiers résultats étaient conformes aux prévisions. L'ANC de feu Nelson Mandela mène avec plus de 63% des suffrages, en léger recul pour l'instant par rapport aux résultats de 2009. Nous sommes ravis, car ces résultats commencent à remonter et nous sommes en tête. Nous sommes très heureux et je pense qu'on va garder cette avance jusqu'au résultat définitif. En effet, à l'issue de ces législatives, l'ANC et son dirigeant Jacob Zuma sont assurés de garder les rênes du pouvoir. Le président sortant sera réélu par l'Assemblée nationale le 21 mai prochain, où il aura toujours une majorité claire. L'ANC reste le parti de cœur des Sud-Africains et l'opposition, malgré le médiocre bilan de Jacob Zuma, n'arrive pas à la détrôner. L'enjeu est de savoir si l'Alliance démocratique d'Hélène Zille, la première force d'opposition, aura réussi son pari, passer la barre des 20%. Selon les résultats provisoires, c'est en bonne voie. Le parti très à gauche de l'ancien membre de l'ANC, Julius Malema, serait en 3e position avec près de 5% des suffrages, là encore conformément aux prévisions des sondages. Le conflit au Soudan du Sud est vraisemblablement accompagné de crimes contre l'humanité. C'est la mission de l'ONU qui l'affirme. Ces crimes seraient le fait des 2 camps. C'est aussi ce qu'indiquait le dernier rapport d'Amnesty International. Karine Barzegar. Le long de la route qui mène à Malakal, des dizaines et des dizaines de tombes. Celles des victimes, combattants et civils, du conflit au Soudan du Sud. Voilà, ça c'est le charnier. 20 personnes ont été enterrées ici, dans ces charniers. Parmi les victimes, une dizaine de femmes, dont des pasteurs, violées puis exécutées dans ce village protestant de Bor. Les femmes ont été tuées ici et les 7 autres ont été tuées autour du village, à l'extérieur de ce grillage. Selon le rapport d'Amnesty International publié jeudi, les civils sont systématiquement pris pour cible dans les villes et les villages, chez eux, mais aussi dans les églises, les mosquées ou les hôpitaux, comme ici à Malakal. Ils sont rentrés dans l'hôpital, ils ont fouillé maison après maison. Ils disaient qu'ils voulaient des téléphones et de l'argent. Sans téléphone et sans argent, vous étiez supprimés. Des crimes aussi bien commis par les partisans du chef rebelle Riek Machar que par les troupes fidèles au président Salva Kiir. Viols, meurtres, violences sexuelles. Des exactions qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par Amnesty International. Et aucune zone ne semble épargnée. Cet avocat fait partie de l'équipe qui a coordonné l'enlèvement de centaines de corps de civils dans la région de Bor. On est venu ici, on a trouvé 3 corps et 7 autres ici et 3 autres là-bas, dans cette zone. Tous les corps qu'on a trouvés ici, c'était des femmes. Il n'existe pour le moment aucun bilan précis,
Mais le conflit a déjà fait des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. Face à la flambée des violences, les ONG et l'ONU multiplient les mises en garde contre les risques de famine et de génocide au Soudan du Sud. Si ces attaques ne prennent pas immédiatement fin, cela pourrait plonger le pays dans une spirale de violence hors de contrôle. Dans la situation actuelle, on voit des éléments que l'on peut classer comme des facteurs à risque de génocide et d'atrocités. Sous la pression internationale, le chef rebelle Riek Machar et le président Salva Kiir ont accepté de se rencontrer vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Washington a menacé les deux hommes de sanctions s'ils ne mettaient pas fin au combat et aux exactions contre les populations civiles. On en vient à présent à la situation au Nigeria. Plus de 200 lycéennes sont toujours otages des islamistes de Boko Haram. Cet après-midi, un sit-in était organisé aux abords du Forum économique mondial d'Abuja, conférence qui s'est ouverte hier. La communauté internationale a décidé de passer à l'action. France, Grande-Bretagne, États-Unis et même la Chine vont envoyer des équipes pour aider à localiser les jeunes filles. Le président nigérian, lui, s'est exprimé en marge du sommet d'Abuja pour indiquer que la guerre contre Boko Haram est bien en cours. On l'écoute. Permettez-moi de saisir l'occasion de ce forum pour remercier les pays qui ont exprimé leur engagement à nous aider, et en particulier pour sauver ces lycéennes qui ont disparu de l'une de nos écoles. Bien sûr, le Premier ministre de la Chine est parmi nous depuis hier pour une visite d'État, et le gouvernement de la Chine a promis de nous aider presque immédiatement, je crois. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France m'ont également parlé et ont exprimé leur engagement à nous aider à résoudre cette crise au Nigeria. Je crois que l'enlèvement de ces filles marquera le début de la fin du terrorisme nigérien. Et la menace Boko Haram ne concerne pas seulement le Nigeria. Le Cameroun, pays limitrophe, est à la fois devenu une cible ainsi qu'une base arrière, avec des moyens limités pour se protéger. Gervais Niqueux. À la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, renforcement de contrôle de police et surtout multiplication de patrouilles du bataillon d'intervention rapide, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Ces mesures interviennent 4 jours après l'attaque de Boko Haram contre la brigade de gendarmerie de Kousséri, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Largement commentée par la presse locale, cette attaque terroriste a fait 2 morts, dont un élément des forces de sécurité camerounaises. La population est sous le choc. Je me sens attaqué, indigné, que mon pays soit menacé par une organisation terroriste. Voilà, et surtout je déplore le laxisme du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun est le théâtre d'actions menées par Boko Haram. Pire, la secte islamiste radicale en guerre contre l'armée nigériane se servirait des villages camerounais comme base arrière. Cet universitaire dirige un mémoire sur la vulnérabilité du Cameroun face à la montée en puissance de Boko Haram. Pour lui, les forces de défense camerounaises doivent revoir leur stratégie de lutte contre ce groupe terroriste. Je pense que les moyens de lutte doivent être adaptés à la nature de la menace qu'est Boko Haram afin que le combat puisse aboutir et susciter des résultats beaucoup plus convaincants. Pour l'instant, c'est difficile de se déployer contre un ennemi qui est invisible, contre un ennemi qui est permanent et qui est localisé nulle part. Après l'avoir longtemps nié, les autorités camerounaises reconnaissent enfin que leur pays souffre énormément de la situation sécuritaire fragile dans le nord-est du Nigeria. Pour des raisons de souveraineté, le Cameroun refuse d'accorder aux troupes nigérianes le droit de poursuivre les membres de Boko Haram qui se réfugient sur son sol. Toutefois, Yaoundé se dit disposé à échanger des informations avec le Nigeria. Je voudrais le dire, toute notre disponibilité à coopérer de bonne foi avec les gouvernements des pays voisins pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Le ministre camerounais de l'administration territoriale multiplie des visites dans la région de l'extrême nord. Objectif, convaincre les chefs traditionnels de signaler aux forces de sécurité tous les mouvements des membres de Boko Haram dans leur village. La lutte contre le terrorisme au Mali a tué un 8e militaire français. Il s'appelait Marcel Calafut. C'était un sergent parachutiste de 26 ans qui participait à la mission Serval. Et 1 an après le début de cette opération, les islamistes ne sont pas toujours complètement neutralisés dans le nord du Mali. Du coup, le retour des populations déplacées se fait attendre. Les explications de Pascal Vesset.
Une maison détruite, pillée en son absence, voilà tout ce qu'il reste à Alassane Aghabib. Durant le conflit, cet ancien employé des eaux et forêts avait fui vers la Mauritanie. Il est l'un des rares Touaregs à être rentré chez lui, ici à Léré. Où je vais faire loger la famille? Je n'ai aucun moyen pour construire cette maison-là, pour réparer cette maison-là. Même pour payer une marmite dans laquelle je me prépare. Depuis l'intervention de l'armée française contre les islamistes liés à Al-Qaïda, le gouvernement malien encourage les réfugiés comme Alassane à retourner chez eux. Mais si la vie reprend peu à peu son cours à Léré, les habitants sont loin d'avoir suffisamment à manger. À Mbera, les réfugiés reçoivent des rations chaque mois, 48 kilos par famille, 12 kilos par personne. Mais quand ils retournent à Léré, ils ne perçoivent plus rien. Sur les 350 000 Maliens qui avaient été déplacés par les combats, plus de 2000 sont rentrés chez eux ces 9 derniers mois. Mais ils vivent encore dans la peur car il y a toujours des attaques isolées de la part des islamistes. Et ce n'est pas tout. Au mois d'août, un Touareg qui était retourné à Léré avait été battu à mort par les habitants. Ces derniers l'accusaient d'avoir collaboré avec les rebelles du Nord. 7 candidats pour un fauteuil présidentiel. Depuis hier, la Mauritanie connaît le nom de ceux qui brigueront le poste le 21 juin prochain. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Nouakchott, Olivier Volu. Bonsoir. Évidemment, tous ces candidats n'ont pas le même pédigré politique. Effectivement, face au chef de l'État en lice pour un deuxième mandat, il n'y aura qu'un seul candidat expérimenté, Ibrahima Mokhtar Sarr, déjà candidat en 2007. C'est un militant historique des droits des populations noires de Mauritanie. En lice également pour leur première participation, 2 classiques du régime de l'ex-président Ould Taya, Boydiel Ould Omeid, président du parti Al-Wiyam, et une femme pour la deuxième fois dans l'histoire des élections présidentielles en Mauritanie. Peu connue du grand public, Lala Mentmoula Idriss préside le conseil d'administration de l'agence officielle d'information, l'ANI. Mais le plus sérieux adversaire du chef de l'État, c'est Biramoulda Abeid, un militant de la société civile, président d'une ONG de lutte contre l'esclavage. Les ténors de l'opposition, eux, brilleront par leur absence. Jamil Mansour du parti islamiste Tawassoul, deuxième force politique du pays, le RFD d'Ahmed El-Dada, l'opposant historique, ou Messaoud Boulrer de l'APP. Ils ont tous fait défection, choisissant le boycott avec pour objectif de décrédibiliser le scrutin. Pour eux, l'issue ne fait guère de doute. Ils accusent les institutions chargées de superviser l'élection d'être à la solde du pouvoir. Ils réclamaient le report de l'élection, le temps de trouver un consensus pour garantir la transparence du scrutin. Et il y a eu des négociations avec le gouvernement, mais elles se sont soldées par un échec. Olivier Volu, correspondant de TV5 Monde en Mauritanie. Merci à vous. En Côte d'Ivoire, 4 dirigeants du Front populaire ivoirien ont été relâchés après avoir été retenus dans la journée par les gendarmes. Afin Guessant, le président du FPI, le parti de l'ancien président Gbagbo, fait partie des dirigeants entendus. Tous avaient manifesté contre le recensement général organisé par les autorités. L'invité politique du journal Afrique de TV5 Monde, nous recevons l'opposant congolais Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, bonjour. Vous présidez l'Union pour la nation congolaise et vous venez d'achever une caravane de la paix dans votre pays. Alors avant, on va évidemment parler de l'actualité de la RDC, mais avant ça, je voudrais peut-être vous poser une question sur la situation au Nigeria. Comment est-ce que vous expliquez la soudaineté des réactions internationales et aussi finalement un peu la passivité des pays africains et de l'Union africaine? Non, l'Afrique doit s'émanciper. Mais avant de parler de l'Afrique, je voudrais ici dire aussi toute ma compassion aux familles qui ont perdu leurs filles et dire que c'est un drame humanitaire. Tout le monde doit se mobiliser. Plus de 220 lycéennes encore otages de Boko Haram au Nigeria. Vous mettez à la place d'un parent qui ne sait pas où se trouve sa fille, entre les mains des ravisseurs. Et je voudrais dire que ça doit être une affaire humanitaire, en commençant par les Africains. Nous n'avons entendu aucun président africain, nous n'avons entendu aucun pays africain venir à la rescousse du Nigeria, et pourtant nous parlons chaque jour de la solidarité africaine. Je remercie la France, la Grande-Bretagne, la Chine et les États-Unis d'Amérique d'avoir donné le ton. Espérons que les Africains vont suivre. Nous devons nous mobiliser tous, parce que jusque-là c'est une gangrène, mais ça va devenir un cancer et qui va traverser le Cameroun et très facilement la République de Centrafrique, et ce n'est pas loin de mon pays, ni des pays des autres amis africains. Nous devons nous mobiliser tous contre le terrorisme
islamistes, voilà. Et surtout que les imams, tous condamnent cela. Ce ne sont pas les musulmans qui le font, ce sont des aventuriers. Et nous nous demandons où est-ce qu'ils trouvent l'argent, qui finance ça, qui sont derrière, qui sont les tireurs de ficelles. Alors, on va discuter maintenant peut-être des élections présidentielles en RDC en 2016. Vous venez de terminer une caravane de la paix. Sans doute serez-vous candidat, peut-être, à ces élections. Oui, j'ai terminé la caravane de la paix à l'Est. Je suis parti pour écouter le peuple. En même temps, lui dire ma compassion. Il ne faut pas oublier que ce peuple a traversé une période difficile. Alors, sur cette élection présidentielle, les proches du président Kabila indiquent qu'il ne briguera pas un deuxième mandat. Il y a quelque temps, John Kerry était de passage à Kinshasa. Il a demandé au président Kabila de ne pas modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Pourtant, vous n'avez toujours pas l'air convaincu. Vous pensez toujours que Kabila s'arrangera, enfin que Kabila ne veut pas partir. Je dois d'abord remercier le gouvernement américain pour sa position qui rencontre justement celle du peuple congolais. Le peuple veut l'alternance. Ça rencontre aussi la position du président Kabila qui l'a dit devant les deux chambres réunies en congrès qu'il ne touchera pas à la Constitution et qu'il organisera les élections en 2016 pour ne pas se présenter et laisser le pays dans la stabilité actuelle, la paix chèrement acquise. Nous avons tous au niveau de la classe politique, au niveau des évêques, au niveau de la société civile, la même position. Nous disons que John Kerry, au fait, est venu clore un débat qui commençait à déranger la population. Vous avez des doutes? Vous pensez que le président Kabila partira ou vous pensez qu'il cherche encore à se maintenir? Nous devons lui donner le bénéfice du doute. C'est un président de la République. À ce niveau de l'État, on ne peut pas se permettre de mentir. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, la Constitution actuelle, quand vous regardez la dernière page, c'est la signature de Joseph Kabila. Et quand vous entrez dans la Constitution, la prestation de serment est dit, moi, Joseph Kabila, devant Dieu et le peuple, je jure de respecter et de faire respecter la Constitution. Et dans la même Constitution, il est dit, quiconque viole cette Constitution de façon préméditée est passible de crimes contre l'humanité. Je pense que le président de la République ne va pas se mettre dans cette situation. Peut-être, eh bien, nous verrons. Peut-être une question sur ce qui est l'affaire du moment en RDC. Le ministère des Finances a ouvert des comptes bancaires sur des banques commerciales, dans des banques commerciales. C'est illégal. Comment vous interprétez cette affaire? En un mot. Oui, en un mot, je voudrais dire que c'est un désordre financier. On a violé la loi sur les finances publiques, puisqu'il y a le principe de l'unicité de la caisse de l'État. Et quand on saupoudre la caisse de l'État pour créer des sous-comptes dans les banques commerciales, et on connaît les propriétés de ces banques, c'est pour... Est-ce que pour vous, c'est une tentative de détournement? C'est déjà le détournement, puisqu'il y a des opérations mafieuses qui se passent là-dedans. On parle de la BGFI qui a 400 millions de dollars, Access Bank qui a 66 millions de dollars. Ce sont des chiffres que nous allons vérifier. Il y a d'autres banques qui ont reçu l'argent de l'État et le peuple, à travers l'Assemblée nationale, a le droit à l'information. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du journal Afrique. Juste un mot pour vous dire qu'il reste toujours un otage français au Sahel, Serge Lazarevitch, enlevé le 24 novembre 2011. Nous n'oublions pas. Fin du journal Afrique. Merci de votre fidélité.